Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr dans votre rendez-vous du livre, de la lecture et de l'écriture. Bienvenue dans Belle Ligne. Il sort du monde des équations pour entrer dans celui de la fiction. Et pourtant, l'auteur n'est pas en terrain ennemi parce qu'il a sa carte. Autrement dit, les mots, l'imaginaire et la réalité se mêlent dans un syncrétisme harmonieux que seul l'auteur détient le secret. Entre le ciel et les mots, l'auteur bâtit un vaste laboratoire pour raconter son passé, pour chanter sa mère Yayam, pour dévoiler ses amours, mais aussi ses craintes. L'invité de votre émission Belle Ligne, c'est Marito Niane. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de m'avoir invité. C'est méconnaître la littérature que de penser qu'elle appartient tout simplement au littéraire. Il y a beaucoup de professeurs de mathématiques qui ont écrit des romans. On peut se souvenir de Lewis Carroll avec les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. On peut parler également de Denis Gage dans Zéro, ce roman. Même si ici, chez nous en Afrique, on peut prendre l'exemple de Thierno Monet Nembo qui est lauréat du prix Renaudot. Vous en faites partie, mais la différence, c'est que vous utilisez la poésie, qui est un genre élitiste dans le champ littéraire. Pourquoi ce choix ? Alors, vous avez cité des auteurs, je rajouterai parmi ces auteurs quelqu'un que je connais bien, Ibrahim Ly, qui est professeur Ibrahim Ly, qui est mathématicien malien, qui était réfugié au Sénégal et qui a aussi écrit un ouvrage. Toile d'araignée. Exactement. Oui. Et oui, j'ai choisi la poésie parce que j'aime la mélodie, j'aime le rythme et je pense qu'elle exprime davantage à la fois les émotions, les ressentis, à la fois le vécu, mais le vécu sensible. Et c'est aussi un moyen de s'adresser à sa population, de s'adresser au monde et de dire un peu ses convictions et de les partager. La poésie est à la fois, je dirais, chanson mélodieuse et à la fois rythme et incantation et à la fois aussi un appel pour la liberté, un appel pour la libération. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, vu mon parcours de militant, vu mon parcours aussi d'homme engagé pour la science, pour la technologie, vous me direz, quelle bizarrerie, mais pour la science et la technologie que j'ai choisi. Et je l'ai choisi aussi parce qu'on m'a forcé à le faire. Ah bon? Oui, parce que c'est un ami, parce que j'écrivais pour moi, je n'écrivais pas pour publier. C'est un ami qui est informaticien et qui est poète, Oumar Sy, de Saint-Louis, qui a d'ailleurs fait la préface, c'est ça? Exactement. C'est Alpha Sy, le philosophe, qui a fait la préface. Et Oumar m'a dit, mais écoute, Marito, publie. Il faut qu'on publie tes écrits. Ce n'est pas simplement des écrits pour toi, il faut les partager. Et il m'a poussé. Et c'est comme cela que j'en suis arrivé, évidemment, à publier cet ouvrage-là. Et dans Souvenirs intellectuels, on découvre que le scientifique était aussi un littéraire. Vos lectures d'enfance, c'est Flaubert, c'est Stendhal. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu un cloisonnement entre les frontières? Le scientifique était celui qui avait un savoir encyclopédique. Comme vous avez tout à fait raison. Quand nous étions élèves, à l'époque, dans les séries C, vous aviez les meilleurs élèves au niveau des lettres. Et je suis d'ailleurs heureux qu'au niveau des séries S1, au concours général, les prix de lettres sont en général remportés par des élèves de S1. Mais il n'en reste pas moins que, je pense que dans ces 20 dernières années, il y a quand même un affaiblissement de l'enseignement de la langue, qui est la langue française, puisque c'est notre langue officielle, c'est la langue aussi d'enseignement en dehors de l'arabe. Et je pense qu'il est important que l'on explique aux élèves que pour être déjà un bon mathématicien, un bon scientifique, il faut être quelqu'un qui maîtrise la langue et l'écriture de la langue. Et vous en êtes l'incarnation parfaite. Le livre commence par emprise, espace et temps, des notions scientifiques mais aussi littéraires. Comment vous aviez arrivé dans votre laboratoire d'écriture à mêler la réalité à la fiction? Quelle alchimie? Je pense que ça vient à la fois de mes lectures,
Parce que tout à l'heure, vous avez cité souvenirs intellectuels. Vous voyez bien que j'ai lu des écrivains qui sont abstraits, des écrivains qui sont... D'autres qui sont beaucoup plus concrets. Quand vous avez Steinbeck, des gens qui sont attachés aux populations, au peuple et qui ressentent le vécu des gens. Vous avez d'autres plus, je dirais, psychiques, plus intérieurs, qui ont une pensée intérieure. Et vous avez aussi dans la pratique que je fais, qui est la pratique des mathématiques, je suis à la fois quelqu'un qui fait des mathématiques pures, donc tout à fait abstraites, tout à fait, je dirais, déconnectées a priori de la réalité, mais je fais aussi des mathématiques pures, appliquées, puisque je fais de la modélisation, je fais de la simulation numérique et du contrôle. Donc je suis quelqu'un qui est habitué à passer de l'abstrait au concret et que cela ne lui pose aucun problème. Est-ce une meilleure manière de faire aimer les élèves la mathématique, de lier l'abstrait et le concret, comme vous le faites en écrivant des œuvres de fiction comme ce recueil de poèmes? Effectivement, j'aime souvent dire à mes collègues enseignants de mathématiques, il faut, pour faire aimer les mathématiques, il faut quelque part un enracinement dans la réalité. Et la réalité, c'est le vécu des élèves. La réalité, c'est nos pratiques culturelles traditionnelles. Oui. La réalité, c'est aussi l'imaginaire. C'est assez bizarre de dire comme ça, mais c'est aussi l'imaginaire dans nos sociétés. Et tout cela participe à façonner cette culture de résolution de problèmes. Et les mathématiques ne sont rien d'autre que la conception, que la résolution de problèmes que se pose la société, qu'ils soient des problèmes physiques, des problèmes sociaux ou autres. Et je pense que le fait d'utiliser la littérature, oui, c'est aussi une autre manière de rompre ce mur artificiel dressé assez souvent, oui, par l'école. Oui. Et ça, je le dis d'expérience, parce qu'en tant que recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, en créant l'UFR des sciences de l'éducation, de la formation et du sport, à l'époque, nous avions proposé pour les professeurs de collège qui enseignent deux matières, des matières, un enseignement maths-français. Oui. Malheureusement, ça avait été rejeté. Et nous avions dans l'esprit que si quelqu'un enseigne les maths et le français, évidemment, dans l'esprit des élèves, les ponts seraient bâtis. Et qu'il n'y aurait pas une opposition entre les langues et les sciences. Et malheureusement, je pense qu'au niveau peut-être le plus académique de l'éducation, cette compréhension n'est pas encore bien assise. Un changement s'impose. Le recueil de poèmes commence là où tout a démarré, votre maison. Tout à fait. Vous décrivez cette maison comme étant, vous dites, ma case et ma chambre, pauvre et si belle. Ça, c'est beau. Absolument. Pauvre et si belle. Vous savez, j'aime souvent dire aux gens, le beau n'appartient pas aux riches. On peut être pauvre et aimer la beauté. Et ce que j'ai vu quand j'étais jeune, nous n'avions pas beaucoup de moyens. Je suis Peul, j'ai grandi dans une maison de Peul, j'ai été pendant les vacances chez mes grands-parents, donc dans des maisons traditionnelles comme celle que je décris, qui ressemble plus à un nid d'oiseau ou un panier renversé. Elle est si pauvre, mais à l'intérieur, vous avez d'abord, on parle beaucoup d'hygiène aujourd'hui, oui, ce sable fin tamisé où vous pouvez vous rouler sans aucun problème. Oui. Vous aviez une sorte de table en bois ou en liane sur lequel est posé les calebasses, oui, avec le lait et autres, et aussi les soupières et autres, et quelque part, vous aviez les peintures sous verre accrochées au niveau des façades intérieures de ces cases et bien soignées. Et une parfois, belle architecture. Une belle architecture. Et il y a une nostalgie qui se dégage en lisant exactement, parce que cette esthétique, avec aussi des femmes avec de belles tresses, oui, qui prennent soin d'elles-mêmes. Je pense que la beauté, nous n'avons pas à la chercher ailleurs.
nous n'avons pas à recopier, nous avons sans doute, la société évolue, le monde évolue, il faut évoluer avec, mais nous avons je dirais des racines extrêmement solides au niveau de l'esthétique dans notre culture traditionnelle. Et vous mettez en valeur ces richesses culturelles-là, surtout chez vous, là où tout a démarré. Mais à travers le poème Le Matin, les inquiétudes du poète commencent à se faire sentir. Vous montrez une image, Le Matin, et cette image-là, cette expression mérite qu'on en parle. Ce sont ces talibés-là qui sont obligés de fouiller les poubelles pour vivre. Absolument. Le phénomène des talibés. C'est un phénomène absurde, à mon avis. Moi-même, j'ai été talibé. J'ai été talibé, mais nous n'avions pas été talibés de cette manière-là. Les notions ont changé. Nous étions talibés dans notre village. Nous logions, nous mangions chez nous. Et le matin, nous passions dans les maisons pour recueillir quelque chose, amener chez le marabout. Et le mercredi, on donnait quelque chose au marabout. On n'a jamais eu de coercition par rapport à cela. Mais aujourd'hui, c'est à la fois des enfants de la rue et à la fois aussi une certaine exploitation. Et je pense qu'il faut avoir le courage d'y mettre un terme. Et pour cela, il va être important, et je le dis, la question religieuse ne peut pas être traitée chez nous comme en Europe. On aime souvent dire que nous sommes un pays laïque. Oui, nous sommes laïques, mais la compréhension de la laïcité, je dis bien à la sénégalaise, c'est l'égal traitement des citoyens par rapport à leur religion. Ce n'est pas le désintéressement de l'État, ce qui n'est d'ailleurs pas possible. Et donc, il faudrait que la question de l'enseignement religieux soit pris en charge par l'État et que ceux qui enseignent dans ces écoles soient formés, qu'on exige un certain nombre de diplômes, évidemment en accord avec les communautés religieuses, et que ces élèves soient traités de manière décente et que ces enfants aient un avenir. Parce qu'il y a l'enseignement coranique. S'ils choisissent l'enseignement arabe, ils peuvent aujourd'hui faire un cursus entier, parce qu'en juillet 2013, le président Macky Sall avait signé le décret portant création du baccalauréat arabe, décret que j'avais initié en tant que ministre de l'enseignement supérieur, qui permet à ces jeunes d'aller jusqu'au bac et ensuite d'aller dans l'enseignement supérieur. Donc il faut sensibiliser les parents, sensibiliser les communautés religieuses et sensibiliser ces maîtres coraniques et autres, que le monde évolue et il change, et la pédagogie avec. Mais c'est un vieux serpent de mer. Le poète dénonce ces situations, mais on sait que les pesanteurs socio-culturels sont là et agissent. Je sais, mais c'est le rôle de l'État de transformer la société. C'est le rôle de l'État d'enrayer un certain nombre de mauvaises situations dans notre société. Vous savez, vous voyez tout le combat qui est mené aujourd'hui par rapport à l'excision. Ce combat a aujourd'hui quasiment l'accord des autorités religieuses. Parce qu'il y a eu un effort conjugué de l'État, des femmes, des sociétés de femmes, des communautés de femmes, et aussi même des communautés religieuses. Et j'ai vu récemment même, il y a eu des condamnations. Et je pense que du point de vue aussi des enfants qui se retrouvent dans la rue, qui mendient dans la rue, je pense qu'il est essentiel que cet effort qui a été fait soit fait et que nous puissions tourner la page. Parce qu'il s'agit aussi de l'avenir de ces enfants qui font partie du Sénégal et qui demain doivent avoir les mêmes opportunités que leurs camarades de même âge qui ont été à l'école publique française ou qui ont été à l'école arabe, etc. Et nous ne pouvons pas, dans une société dans laquelle le savoir va être l'élément moteur du développement à la fois de la société et des personnes, laisser une partie de notre communauté en rade. Dans ce poème, la vision du poète est floue. Il est entre ombre et éclaircie. Ce monde, le monde que nous vivons, est-il sans boussole?
je pense il donne l'impression d'être sans boussole, mais il a bien une boussole. Laquelle? Je pense que d'abord, aujourd'hui, là où nous sommes, c'est un monde guidé par la science et la technologie. Et cela va durer pour longtemps. Il y a une période, c'est vrai, c'était les arts, les lettres, mais depuis depuis le 19e siècle quasiment, l'industrialisation a imposé la science et la technologie. Et aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Nous sommes dans une autre phase de développement qui est le numérique. Oui. Et ce numérique-là, il est essentiel dans nos pays que nous puissions nous en approprier pour toutes sortes de choses. Vous voyez cette émission que nous sommes en train d'enregistrer. Oui. Tout ce qui est la base, c'est le numérique. Vous avez un portable, vous avez les caméras, vous avez les prises de son. Tout est lié au numérique aujourd'hui. Ça reste la technique. Ce sont les hommes qui font l'émission. Ce sont les hommes qui doivent faire le monde. Mais sans cette technique, ça n'aurait pas été possible. Et avec cette technique, vous faites l'émission autrement que vous l'auriez faite il y a quelques décennies. Et ce monde est en train de bouger. Nous sommes ici dans une bibliothèque où il y a beaucoup de livres. Oui. Mais de plus en plus, on aura des bibliothèques où vous allez avoir des livres numériques, où vous allez avoir toutes sortes de possibilités d'apprendre, de lire, de vous cultiver, qui ne sont pas matérielles. Et ce monde, c'est aussi le monde où les préoccupations essentielles des hommes, que ce soit la santé, l'agriculture, que ce soit l'environnement, ces préoccupations vont être gérées par le numérique. Et ce chemin-là, l'Afrique ne peut pas y échapper, à moins d'être un ghetto dans ce grand village universel. Et il nous faut suivre cette voie, mais la suivre, comme disait Senghor, avec notre propre enracinement et en même temps cette ouverture nécessaire. En tout cas, le monde n'est pas tranquille. Mais vous trouvez la tranquillité à l'endroit de votre mère. Oui. Le poème qui ouvre la deuxième partie de ce recueil. L'un des poèmes les plus longs, les plus beaux. On sent un peu cette affinité qui existe entre votre mère et vous. Tout à fait, parce que je suis un orphelin à l'âge de 1 an et demi. Oui. Ma maman, mon oncle d'abord, et ma maman, ce sont eux qui m'ont donné cette opportunité d'être aujourd'hui ce que je suis, avec mes maîtres. Ma maman a travaillé dur, pour que nous puissions aller à l'école, pour que nous puissions continuer les études au lycée, au collège, au lycée, et ensuite aller en Europe avec une bourse d'excellence. Elle vous a façonné, elle vous a formé. Exactement. Elle nous a montré le chemin. Elle nous a montré que rien n'est donné sur un plateau. Et si vous voulez être digne, il faut faire confiance au travail. Il ne faut accepter rien qui ne soit justifié par votre travail. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Et l'autre chose, ce sont mes enseignants, mes instituteurs, mes profs de lycée, mes profs d'université, qui nous ont aussi renforcés dans ce chemin. Et le chemin aussi de la vérité, qui est que, quoi qu'il arrive, même si on doit vous pendre, n'hésitez pas un seul instant à dire ce que vous pensez, ce que vous croyez. Et donc cela, pour moi, c'est essentiel pour une personne. Que j'avais hâte de me blottir dans tes habits, au parfum de première pluie. Petit galopin turbulent, chaton tout doux et docile, dans mon nid de tissu coloré, maman, mère des orphelins, mère des déshérités perdus dans la rue, comme Gaïa pour tous les enfants de Dieu, resterait-il une seule mère au monde que ce serait toi, Yayam? C'est votre mère, mais également oui, c'est la mère des autres. Tout à fait. Ce sont toutes les mamans. Vous savez, cette image, moi, elle est toujours... Ma maman est décédée il y a 2 ans. Et cette image, quand j'étais gamin, oui, je revenais de l'école le soir, après avoir été arrosé le jardin qu'elle avait. Et après le dîner, elle se couchait. On avait une lampe, comme on dit, à pétrole, hein,
Et ensuite, elle nous disait, il faut apprendre les leçons. Et j'ai récité les leçons. Je savais bien qu'elle ne savait pas lire ni écrire. Aucun alphabet, cependant tu m'as appris à lire. Exactement. Ça c'est beau aussi. Exactement. Et ça, c'est le rôle de toutes les mamans dans ce pays. Je connais énormément de mamans qui se lèvent à 5 heures du matin, vont acheter des choses, ensuite les vendre, et qui le soir sont là à suivre les enfants pour que ces enfants réussissent à l'école. C'est un hymne aux enfants, aux mamans, un hommage aux mamans. Oui, maman, tu m'as appris que vivre est une dignité, que l'on n'acquiert qu'en conquérant. Vivre intensément l'histoire de vaincre, croire, toujours croire au lever du soleil. Ainsi, très tôt, me montrais-tu la voie noble, bravoure, labeur, vertu, droiture, partage. Effectivement, la dignité, personne ne va vous la donner gratuitement. C'est vous qui devez conquérir votre dignité. C'est vous qui devez aussi avoir cet optimisme. Moi, je suis toujours optimiste parce que je me dis, quand vous pensez le bien, Dieu vous aide à réaliser le bien. Oui. Et c'est pourquoi je suis toujours optimiste. Et cet optimisme, évidemment, est bâti sur le travail, est bâti sur le chemin, sans doute étroit, comme dirait l'autre, mais ce chemin du labeur, ce chemin de la dignité et ce chemin, comme on dit, du courage et de l'obstination. Parce que souvent, on se décourage très vite dans ce pays. Mais on a perdu ces genres de mères parce qu'on a perdu la notion de famille. La famille est essentielle à mon avis. Il y a deux familles pour les enfants. Il y a la famille naturelle, la maman, le papa, les oncles, les grands-pères, les grands-mères, etc. Tout ce monde participe à l'éducation, à forger le caractère, le courage et aussi l'envie de réussir de l'enfant. Mais ce monde ne peut pas être séparé du monde de l'école, que ce soit le monde des daara et le monde de l'école publique. Malheureusement, l'école publique, j'insiste toujours à dire que depuis les indépendances, notre école publique a pris le parti d'être une école incolore et inodore. L'école publique ne peut pas être, je dirais, insensible à l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas seulement un lieu où on apprend les mathématiques, les SVT, le français, la morale, etc. Non, c'est aussi un lieu d'éducation et de formation de l'individu, de l'enfant et du citoyen. Et je pense qu'il nous faut renforcer cela, donner plus de place dans l'école au développement personnel, au leadership pour ces enfants. Et je pense que cela aidera bien à suppléer ce manque de plus en plus important de l'éducation ou de la formation au sein de la famille. D'ailleurs, dans le voyage, vous montrez ces envahisseurs-là qui viennent en Afrique pour puiser les richesses de l'Afrique. Et vous dites que la couche sociale qui doit endiguer ce mal-là, ce sont les étudiants qui sont dans les amphithéâtres. Mais professeur, aujourd'hui, on a peur. Regardez les universités, nos amphithéâtres, ce ne sont plus des temples du savoir, mais des champs de bataille. Il est essentiel, je le dis. Et vous étiez professeur. J'étais professeur, j'étais ministre. Vous êtes professeur, vous étiez ministre de l'enseignement supérieur. Ministre de l'enseignement supérieur. Et nous nous sommes battus. Et je pense que nous avons, au moment de quitter ce ministère, rétabli l'équilibre à ce niveau-là. Et cet équilibre, il faut le poursuivre. Oui. Il faut le poursuivre. Il est essentiel. Les universités, un élément essentiel dans les universités, c'est la qualité de la formation. Mais aujourd'hui, et la qualité, espoir. Je dis, la qualité ne peut pas se faire si on massifie de manière, je dirais, incontrôlée. Et il est important de faire attention que nos universités publiques ont beaucoup de qualité, mais à force d'y mettre trop d'étudiants, oui, on risque de perdre cette qualité et pour longtemps.
Et vous dites, oui, l'espoir n'est pas mort. Il gît dans les amphithéâtres qui, chaque midi, vomissent des milliers de futurs campions. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut garder cet espoir avec l'image que véhiculent nos universités? Si, l'espoir est là, parce que le monde, c'est le monde de la connaissance. Ce monde dans lequel nous sommes, la seule possibilité de s'en sortir, c'est que cette jeunesse que nous avons et que les autres n'ont pas, parce que j'aime souvent rappeler, on nous dit vous produisez trop d'enfants. Je dis non, on ne produit pas trop d'enfants. Ça, je le regrette. La Chine, il n'y a pas plus peuplé que la Chine, il n'y a pas plus peuplé que l'Inde. Et c'est ça leur atout qui leur a permis de développer une économie qui aujourd'hui est sans doute l'une des plus importantes au monde. La démographie n'est pas une contrainte. N'est pas une contrainte à condition que l'on forme ces jeunes et en particulier qu'on les forme dans les sciences, les technologies et les métiers. Et c'est ça qui est le défi que nos États doivent réussir. Le défi dans la continuité. Parce que la difficulté aussi dans nos États, c'est que souvent les initiatives dans ces secteurs, c'est pour une période. Et ensuite, on s'arrête. Or, ces initiatives doivent durer 5 ans, 20 ans de manière soutenue pour arriver à des résultats. Si un pays comme la Corée du Sud est arrivé aujourd'hui aux résultats auxquels il est arrivé et que tout le monde a envie, c'est parce qu'ils ont été persévérants. Ce n'est pas des projets de 5 ans, des projets de 10 ans, mais c'est des projets sur 20, 30, 40. Et il faut que l'enseignement supérieur, qui est la base de la construction du capital humain, je le répète, qui est la base de la construction du capital humain, c'est l'enseignement supérieur qui forme les formateurs des instituteurs, c'est l'enseignement supérieur qui forme les professeurs de collège, de lycée, qui forme les formateurs dans l'enseignement professionnel et technique, qui forme les formateurs, qui forme les enseignants de l'enseignement technique et professionnel. Oui. C'est l'enseignement supérieur. Quand il n'est pas bien, c'est tout le système qui tombe. Et c'est aussi la base de la création de nouvelles connaissances, de nouvelles innovations qui sont en réalité les moyens de construire une économie solide et de faire en sorte qu'on ait des pépinières d'entreprises, oui. Ce que nous n'avons pas. Et ce sont ces pépinières d'entreprises qui peuvent être évidemment les leviers pour résoudre la question du chômage. Nous parlions tout à l'heure de votre mère, mais le poète est d'une manière générale un chantre de la femme. Oui. Vous magnifiez la femme parce qu'elle est la matrice sociale. Absolument, elle est au cœur de tout. Tout ce qu'on a dit ici, ce n'est pas possible si vous ne gagnez pas les femmes à ces idées. Parce que c'est elles qui, dans toutes nos maisons, oui. qui gèrent les enfants. Quoi qu'on veuille, quoi oui. qu'on dise, qui gèrent les enfants, qui sont à la base de l'idéologie qui est véhiculée dans la société. Même si, j'aime souvent le dire, les hommes ont une autorité par procuration, parce que quand il faut aller marier les enfants, ce sont les hommes qui vont faire le mariage, etc. Quand il faut prendre certaines décisions, ce sont les hommes. Mais je dis c'est par procuration, parce que le processus qui est en arrière-plan, beaucoup ne le disent pas, c'est tout un consensus créé avec les femmes autour. Et les femmes sont plus nombreuses. Elles ont, et aujourd'hui l'école le montre, quand vous allez dans les distributions de prix, quand vous allez dans les cérémonies de graduation, les meilleurs élèves, oui. les meilleurs étudiants, ce sont des élèves, des filles, ce sont des étudiantes. Donc il faut leur donner toute la place qui est la leur dans la société pour que la société puisse tirer profit de ce groupe social qui est au sein de notre société. Mais on n'est pas femme, on le devient. On sait un peu les pesanteurs sociales qui pèsent sur elle. Vous parlez tout à l'heure de l'éducation, mais pour les études supérieures, les femmes restent minoritaires. Il y a une contrainte culturelle qui est là. C'est le mariage. En fait, les choses sont en train d'évoluer. Et je vais vous dire, moi, j'observais les statistiques chaque année quand j'étais au ministère. Oui. Et je me suis rendu compte qu'à partir de 2016, si je me souviens bien,
la démographie des bacheliers a changé en premier dans le département de Dakar. Vous savez, depuis cette date, il y a plus de bachelières que de bacheliers dans le département de Dakar. D'autres départements ont suivi. Et petit à petit, nous sommes en train d'aller vers une situation où on aura plus de bachelières que de bacheliers. Non seulement au niveau global, mais aussi au niveau de la plupart des départements du pays. C'est une évolution naturelle, évidemment, du fait que dans la scolarisation des élèves, de plus en plus, il y a plus de filles que de garçons. Et c'est vrai, il y a des handicaps. L'handicap du mariage précoce, là aussi, je le dis, ce sont deux choses. C'est à la fois la sensibilisation, mais à la fois aussi le respect des lois. Oui. Et qu'il appartient à un État de faire respecter la loi. Oui. C'est les deux choses à la fois. Et aussi les conditions d'études et de travail. Et dans ce sens-là, une université joue un rôle très important dans la promotion de l'accès des filles à l'enseignement supérieur. C'est l'université virtuelle du Sénégal. Oui. C'est l'université qui a le plus grand pourcentage de filles en son sein. Et cela vous montre combien les nouvelles technologies, combien le numérique peut aider à résoudre certaines questions qui sont des questions de société. J'ai vu des femmes à Kolda qui sont mariées, oui, qui ont choisi d'aller à l'UVS et qui sont fières de cela, qui ont même des enfants, oui, qui sans l'UVS, elles auraient arrêté les études. J'ai vu des filles qui sont dans des départements éloignés de Dakar, de Saint-Louis, des grandes villes. Sans cette université, ces filles n'auraient jamais continué parce que les parents ne les auraient pas laissées partir. Oui. Et je pense qu'il faut combiner tout cela pour que l'accès à l'éducation, à la formation, particulièrement supérieure, et je dis l'accès de tous les bacheliers, est essentiel parce que nous n'avons pas assez de bacheliers. Nous allons terminer cette émission par 6 mots. Vous les avez écrits, ils sont toujours utiles à méditer. Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Merci d'être venu à cette émission, professeur. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'être là. Merci en tout cas de cette invitation. C'est un plaisir de partager ces échanges qui sont aussi houleux qu'instructifs. Et étant en face de vous, c'est un honneur de présenter cette émission avec vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs d'ITV, je vous donne rendez-vous dans 15 jours sur un autre numéro sur Belle Ligne.